Bonjour, vous savez, l'autre jour, je parlais à une amie à propos de mon nouveau programme CARE et pendant notre discussion, elle me dit spontanément: Ah, mais non, en fait, faut surtout pas s'attacher, l'attachement, c'est pas bon. Alors, du coup, j'étais un peu intriguée par cette remarque et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle entendait par là. Elle m'a expliqué que, selon tout ce qu'elle a appris dans le développement personnel, il fallait vivre le moment présent sans attente spécifique et que c'était essentiel pour éviter les déceptions, pour avoir des relations saines et épanouie. Alors, du coup, elle essayait d'adopter cette perspective dans ses relations, d'accepter que les choses peuvent changer à tout moment, d'accepter que son bonheur ne dépend plus des autres. Et donc, voilà, elle essayait d'appliquer ça dans sa vie du mieux qu'elle pouvait. Alors, du coup, j'ai demandé, un peu curieuse, et ça marche pour toi? Et là, elle m'explique un petit peu gênée que, en fait, c'est un idéal à atteindre et qu'elle n'a pas encore, voilà, elle a encore beaucoup de chemin à parcourir pour maîtriser l'art du non-attachement. Alors, vous voyez, cette conversation m'a beaucoup interpellée parce qu'elle touche à une idée qui est très 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 répandue selon laquelle le non-attachement pourrait être la clé d'une vie sans souffrance. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet et je vais essayer d'apporter mon point de vue là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut vraiment aimer sans rien attendre en retour? Est-ce que le non-attachement est la solution pour éviter la souffrance dans nos relations? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Prêt à en savoir plus? C'est parti! Alors, l'idée du non-attachement trouve en partie ses racines dans les philosophies orientales et notamment bouddhistes. Donc, ça a été un peu importé en Occident avec les mouvements de nouvelle spiritualité, entre autres. Et il y est enseigné globalement que l'attachement aux personnes, aux objets, aux résultats, aux possessions, tout ça, ça engendre de la souffrance parce que la séparation est inévitable puisque tout dans la vie est impermanent. Alors, certains vous diront que non, il ne s'agit surtout pas de détachement ou d'indifférence, mais c'est ne pas s'accrocher, ne pas devenir dépendant des résultats spécifiques ou des possessions matérielles ou des personnes. Okay. Alors le fait est que cette philosophie promet beaucoup de bienfaits. Alors ça promet la capacité à vivre l'instant présent sans s'y accrocher, de se libérer de toute forme de peur, de désir de permanence, de réduire l'anxiété, la peur, la jalousie qui découle justement d'une forme d'attachement. Ça permet de ne pas laisser ses émotions contrôler ses actions, ses pensées et d'avoir plus de paix, de contentement au quotidien, d'avoir une connexion plus saine avec les autres, sans possessivité. Ça permet de faire baisser la pression, les attentes et ça donne globalement un sentiment de liberté parce qu'on est moins lié. Donc ça permet une prise de décision basée sur la sagesse, la clarté et non pas sur la peur, le désir, etc. Alors sur le papier, c'est une philosophie qui peut paraître radicale et qui peut aussi paraître très séduisante et à premier abord, puisqu'il suffirait simplement de supprimer notre besoin de dépendance et d'attachement pour aller mieux, hein, comme on appuierait sur un bouton on-off. Vous voyez. Alors, du coup, il n'y a pas que la philosophie bouddhiste qui en parle. Hein. Pendant tout le XXe siècle, avant que la théorie de l'attachement ne soit prise au sérieux par la communauté scientifique et la communauté des psychologues, beaucoup de spécialistes pensaient que si vous aviez des besoins émotionnels ou des attentes même en amour, c'était un signe de faiblesse, voire même un signe de pathologie. Vous imaginez? Alors surtout après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement d'individualisme et d'autonomie personnelle qui était à la vogue et ça a forcément influencé le monde de la psychologie et de la psychothérapie. Et il était considéré qu'être émotionnellement indépendant était le but ultime de toute thérapie. Par exemple, pour Freud, il voyait la maturité émotionnelle comme liée à l'indépendance. Et les psychologues humanistes, eux, ils parlaient beaucoup d'auto-actualisation, de se développer soi-même. Et c'était souvent interprété comme devenir totalement indépendant et autonome. Albert Ellis, le fondateur de la thérapie rationnelle émotive, pour lui, il n'était pas tendre non plus avec la dépendance émotionnelle. Il la voyait vraiment comme une croyance irrationnelle qu'on devait corriger pour vraiment être en bonne santé mentale. Alors pour lui, s'accepter soi-même, être émotionnellement indépendant, c'était crucial pour être rationnel et pour pouvoir gérer les conflits et du coup réussir sa vie de couple.
Et aussi, le fondateur de la thérapie Gestalt, il insistait aussi beaucoup sur l'importance d'être autonome, autosuffisant. Il voyait la dépendance comme un manque de développement personnel et il encourageait vraiment tout le monde à prendre en charge ses propres besoins émotionnels pour vraiment s'épanouir. Donc, en gros, à une époque, on voyait vraiment l'attachement comme l'ennemi numéro un, hein, l'ennemi public numéro un. Et les conseils étaient du genre, il faut devenir autonome, il faut compter juste sur soi-même, ne demande rien à personne, tu réponds toi-même à tes besoins, tu te débrouilles tout seul autant que possible. Et donc tout ce mouvement-là était encouragé, hein, le fait de vivre pour soi, de viser ses propres objectifs, de quelque part l'individualisation, hein, poussée un peu à bout, et le fait d'aller casser les croyances irrationnelles qui font qu'on a peut-être besoin des autres. Voilà, tout ça c'était la logique, c'était vraiment euh, de fonctionner le plus possible par soi-même et pour soi-même. Donc notamment aussi dans la régulation des émotions, il fallait apprendre à gérer son stress tout seul, à être conscient de ses émotions, les réguler tout seul, sans aide extérieure, c'est-à-dire la co-régulation, c'était quelque chose qui n'était pas encore mis en avant. Donc cette vision des choses est encore malheureusement présente aujourd'hui, surtout dans le monde du coaching et du développement personnel, où on prône encore l'autonomie, le non-attachement, l'auto-acceptation, l'indépendance émotionnelle par-ci par-là. On le prône parfois comme un but ultime. Et on va compter uniquement sur soi-même. Donc voilà, tu veux quelque chose, tu le fais et puis c'est tout. Hein, tu n'attends rien de personne. Et que ça donnerait une vraie sensation de liberté, de la paix, du contentement, des relations plus sereines, plus matures, pas zéro dépendance, zéro possessivité, zéro prise de tête et surtout une absence de souffrance. Alors ça c'est la théorie, mais qu'en est-il en réalité, hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'appliquer cette philosophie de non-attachement à nos relations intimes, à nos relations de couple? Alors je vais être très directe avec vous. Si je me base sur ce que j'observe dans mon expérience clinique et dans mon expérience personnelle aussi, je dirais que le non-attachement crée beaucoup de dégâts. Surtout quand le non-attachement est utilisé pour masquer ses propres insécurités, ses dysfonctionnements, ou pire quand c'est déguisé sous des faux airs d'illumination ou d'éveil spirituel. De ce que j'observe, la première dérive du non-attachement, quand il est mal compris, mal appliqué, c'est que ça justifie des comportements malsains de fuite et de déni. Et à la longue, ça peut devenir toxique. Parce que souvent, cette philosophie est instrumentalisée pour justifier des comportements relationnels immatures, pour camoufler un style d'attachement évitant ou désorganisé sous des airs de pseudo-spiritualité, mysticisme, etc. Par exemple, prenons un monsieur qu'on va appeler Robert. Okay, alors Robert a peur de l'engagement, il a peur de l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire de vie qui est remplie de tragédies, de maladies, d'essais, séparations, des traumas divers qui l'ont façonné de sorte à ce qu'il perçoive toute forme d'intimité émotionnelle comme un véritable danger, une menace réelle et directe à son équilibre. Alors ça se comprend. Et il redoute plus que tout de s'attacher et de souffrir de nouveau après la perte d'un être aimé. Alors au cours de sa vie, il a subi la pression directe et indirecte, vous imaginez, de la société, des femmes dont il est tombé amoureux, qu'il rencontrait, pour qui, elles, voulaient se poser, fonder une famille, etc. Mais pour lui, c'était hors de question. Hein, il ne pouvait pas envisager cette vie-là, et pour une raison qui lui était inaccessible. Hein. C'est plus fort que lui, c'est viscéral, ça le fait paniquer. Donc il fuit automatiquement et sabote toutes ses relations. Et quand il découvre enfin cette notion de non-attachement, waouh, ça y est, il se dit que c'est exactement ce qu'il lui faut parce que ça le réconforte dans son schéma habituel. C'est un prétexte quelque part parfait pour Robert, en se cachant derrière la philosophie de non-attachement, il va se sentir mieux sans creuser plus profondément lui-même et sans confronter les racines de sa peur de l'intimité et ses traumas. Donc cette philosophie vient parfois camoufler un comportement automatique et dysfonctionnel qui est source de souffrance. Donc Robert reste humain et derrière ses airs zen et détachés, il s'attache quand même, vous voyez. Et sans se l'avouer, il n'est pas vraiment libre, il est coincé et malheureux.
Donc c'est un mécanisme plus fort que lui qui fait qu'à chaque fois que ça commence à bien se passer avec quelqu'un, il disparaît, il donne plus de nouvelles et il repart dans son schéma de fuite en avant. Et quand il voit que c'est l'autre personne qui a pris une place importante dans sa vie mais qui s'éloigne, et bien du coup là il est pris aussi de panique et il cherche à tout prix à rétablir le lien pour pas la perdre complètement. Vous voyez, dans le fond, il utilise le non-attachement dans un style défensif. Et ça ne le fait pas moins souffrir en fait, parce qu'on a tous besoin de connexion aux autres. Donc c'est le piège, je pense, le plus dangereux, c'est faire de la philosophie du non-attachement un prétexte pour nier son besoin de l'autre, pour ne pas confronter sa peur de l'intimité et pour s'engouffrer encore plus profondément dans ces dynamiques de codépendance qui sont derrière ce genre de schéma. Ensuite, il y a l'idée même que les gens peuvent partir à tout moment parce que leurs intérêts, leurs désirs changent. Ça aussi, c'est une notion qui est centrale au non-attachement. Et théoriquement, en fait, en tant qu'adulte, on devrait avoir la maturité pour savoir que quand on s'implique dans une relation, on reste libre. Et l'autre aussi, on ne respecte la liberté de l'autre. Et que si on reste ensemble, c'est parce que les deux sont librement consentants. Il n'y a pas de problème en fait à cette idée-là, si ce n'est que le non-attachement pousse le bouchon encore plus loin que ça, en condamnant toute attente ou toute projection commune. Par exemple, vivons le moment présent, on ne s'engage pas d'attente, etc. Ce sont là des attitudes en fait qui viennent briser, abîmer la confiance profondément dans la relation. C'est une source d'insécurité, de méfiance dans votre couple. Réfléchissez un instant. Comment est-ce que c'est possible de faire confiance sur un terrain aussi sensible que le domaine amoureux, où vous exposez entièrement sans cadre sécurisant? Comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir en toute vulnérabilité quand la règle relationnelle qui vous unit, c'est qu'il n'y en a pas? C'est qu'il ne faut pas s'attacher, c'est qu'il ne faut pas d'engagement, c'est qu'il ne faut pas d'attente, pas de règle qui prévaut, si ce n'est que tout est permis, tous les coups sont permis. Vous voyez le problème avec ça? Donc, prôner le non-attachement dans une relation de couple, une relation intime, ça peut paraître zen et branché comme ça, mais franchement, personnellement, j'ai l'impression que ça fonctionne que pour les moines qui ont fait vœu de silence, de célibat dans un monastère reclus. Dans nos relations affectives réelles, ça ne marche pas. Le non-attachement crée un climat de méfiance parce qu'on a besoin de connexion, on a besoin de stabilité, on a besoin de savoir qu'on peut se projeter avec la personne qu'on aime, qu'elle sera là pour nous, qu'on sera là pour elle, qu'on peut compter l'un sur l'autre, qu'on peut se projeter ensemble dans l'avenir. C'est ça qui fait la beauté d'une relation, c'est de pouvoir construire ensemble sur du long terme. Et puis il n'y a pas que Robert dans l'exemple, il n'y a pas que Robert qui souffre de cette situation. La personne avec qui il est subit son non-attachement parce que malgré elle, elle culpabilise parce que elle se dit je suis peut-être pas au même niveau de conscience que mon partenaire et ça la fait souffrir. Donc vous voyez, ça fait souffrir tout le monde. Alors oui, on ne sait jamais ce qui adviendra, mais c'est là l'équilibre délicat à trouver entre ne pas se soucier du lendemain parce qu'il prendra soin de lui-même et pouvoir aimer pleinement, s'impliquer entièrement sans retenir son amour par peur de souffrir. Ensuite et ultimement, le non-attachement peut conduire à un sentiment d'isolement, de surcharge émotionnelle. En cherchant en fait à se libérer de toute forme de dépendance, on peut se retrouver coupé des relations qui apportent soutien et réconfort. Ça encourage en fait à un manque de profondeur émotionnelle. On évite de s'engager émotionnellement, profondément avec les autres par peur de souffrir. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des relations plates, des relations superficielles, où l'authenticité et la vulnérabilité sont absentes. Et puis aussi, ce que ça implique, c'est qu'en essayant de ne pas s'accrocher, en fait, on nie et on réprime nos émotions, ce qui peut causer du stress, des conflits internes, parce que les émotions sont des signaux importants qui nous parlent de nos besoins, de nos désirs. Et les ignorer peut nous empêcher de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour nous. Donc, lorsqu'on évite de s'attacher, on peut manquer vraiment des bénéfices de soutien mutuel, qui sont essentiels pour faire face aux difficultés de la vie. Sans soutien émotionnel, sans les encouragements des autres, les défis peuvent sembler accablants. Ça peut augmenter le risque d'épuisement, de stress chronique, de dépression.
Ça entraîne un sentiment que beaucoup de personnes expérimentent quotidiennement, c'est le sentiment d'être vide, de se sentir émotionnellement distant, seul, même en étant physiquement entouré. Et même si l'indépendance peut apporter une certaine satisfaction, quand elle est déséquilibrée, elle nous prive des bénéfices psychologiques et émotionnels profonds que procure un lien affectif sain et sécurisant. Donc l'objectif n'est pas l'autonomie à tout prix, quitte à conduire à l'isolement ou à la négligence émotionnelle, mais l'idée en fait c'est de ne pas être dans l'autonomie, de ne pas être une autonomie radicale qui apporte de la tristesse profonde, de l'isolement, de la négligence émotionnelle, et pas être non plus dans le fait de s'accrocher désespérément à quelqu'un et d'être dans la dépendance maladive. Le message principal en fait que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a un juste équilibre, et c'est ce juste équilibre qu'il faut réussir à trouver, un juste équilibre entre l'indépendance et la dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de diaboliser l'attachement. L'attachement est un besoin humain. Nous en avons tous besoin, nous avons besoin de connexion émotionnelle. Mépriser ce besoin ou en faire un signe de faiblesse, c'est nier la nature profonde de ce qui nous anime en tant qu'être humain. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un juste équilibre. Comment c'est possible? Comment c'est possible de s'attacher sans souffrir? Comment c'est possible de s'attacher sans devenir dépendant désespérément de façon maladive de l'autre? Et comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre sans passer d'une extrême à l'autre? Alors, c'est la réponse à laquelle on va essayer de répondre dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.